Messieurs, le constat est sans appel. La France est un pays socialiste et pourtant, les Français réclament toujours plus du poison qui les tue tout en crachant sur l'antidote. Nous sommes champions du monde de la dette publique. 57% du PIB passe entre les mains de l'État. Désindustrialisation, chômage de masse, déserts médicaux. Et pourtant, à en croire les Français, c'est la faute à la libéralisation et à l'américanisation du pays. Lol. Je suis Lothar et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi la politique française se résume à 50 nuances de socialisme qui ne se différencient entre eux que par leur amour plus ou moins grand pour l'immigration. Et pourquoi la droite d'internet est en état de mort cérébrale depuis 2022, où elle boucle encore et encore sur l'actualité et l'immigration sans aucune proposition d'avenir, tout en étant prisonnière du logiciel idéologique de son ennemi. En bref, pourquoi et comment le français est devenu un insupportable socialo-communiste de merde. Garde le cul vissé sur ta chaise jusqu'au bout, abonne-toi et lâche un like parce que je suis le meilleur dans ce que je fais et ça va moucher rouge. Pour comprendre comment on en est arrivé là, j'ai organisé ma pensée en 3 chapitres, 3 mouvements. D'abord, comment la 5ème République s'est fondée sur des institutions communistes. Ensuite, la matrice. Comment en une seule génération, on a uniformisé la pensée et enfermé la population française dans une prison mentale en utilisant la culture et l'éducation. Et enfin, comment la machine s'est refermée sur elle-même ou comment le français lambda est devenu l'agent Smith, c'est-à-dire le gardien de sa propre prison, dernier défenseur du système qui le tue. Commençons par le commencement. À la Libération, le général de Gaulle essaye de faire émerger la France comme une puissance unifiée et la ranger dans le camp des vainqueurs. D'un côté, il a Franklin Delano Roosevelt qui veut annexer la France et en faire une colonie américaine, d'ailleurs il a déjà commencé à imprimer la monnaie. Et de l'autre, il a les milices communistes armées jusqu'aux dents qui menacent de faire péter une insurrection, ce qui déclencherait une guerre civile et donnerait un prétexte parfait aux Américains pour intervenir et mettre leur plan à exécution. Là normalement tu te demandes pourquoi les communistes français se retrouvent en position de force à la Libération. Je vais te la faire courte. En gros, en 39, les communistes sont du côté des Allemands en vertu du pacte germano-soviétique. Donc la 3ème République sous le gouvernement Daladier va les interdire et faire dissoudre le parti. Ils se retrouvent obligés de s'adapter et ils font basculer leur presse dans la clandestinité. Du coup, ils vont s'équiper pour imprimer et continuer à diffuser en secret. Notamment un journal que tu connais bien et qui est encore en vente aujourd'hui, l'Humanité. Mais du coup, en 41, quand Hitler va attaquer l'URSS, sur ordre de Moscou, le Parti communiste français va entrer en résistance. Et là, ce qui était un handicap en 39 va leur donner un avantage stratégique sur les nouveaux résistants de tous les autres bords politiques, qui est qu'ils ont déjà la logistique nécessaire à continuer à imprimer une presse sous occupation allemande. Donc ils vont en profiter pour faire deux choses. Ils vont lancer le CNE, Comité national des écrivains, neutre en façade, qui sera piloté dans l'ombre par Louis Aragon, un adhérent du parti et intellectuel communiste de l'époque, label sur lequel ils vont signer toutes les rockstars du paysage intellectuel français, pour s'approprier l'intelligentsia, pour s'approprier la narration. Et en parallèle, ils vont monter leurs forces armées, c'est-à-dire les FTP, les francs-tireurs partisans. Donc à la Libération, ils ont les armes et le contrôle du récit. Ils vont s'approprier tous les morts de la résistance en s'autoproclamant le parti des 75 000 fusillés, se poser en héros de la nation, et se mettre à utiliser la supériorité morale conférée par le CNE pour émettre des listes noires et commencer à distribuer les bons et les mauvais points. Résultat des courses, ils sont armés et moralement intouchables, donc De Gaulle est obligé de composer avec eux. Donc vu qu'il vaut mieux avoir affaire à Dieu qu'à ses saints, plutôt que de traiter avec Torres, le chef du parti communiste français qui a déserté en 39 et qui est parti se réfugier dans les jupons de Staline, en décembre 44, il va aller à Moscou pour signer le traité franco-soviétique. En façade, il reconnaît l'URSS comme une puissance alliée, mais en sous-main, ce qui se négocie réellement, c'est qu'en échange de l'amnistie de Torres et de l'entrée des communistes au gouvernement, Staline va ordonner à sa filiale française de rentrer dans le rang, désarmer les milices et renvoyer les ouvriers au travail. Et c'est là que De Gaulle fait un pari fou. Il garde le régalien, donc l'armée, la police et la diplomatie, et il leur cède l'économie et le social. Parce que de son point de vue, tant qu'il garde le manche, le reste est réversible. Logiquement, s'ensuit une grande vague de nationalisation de l'industrie, de l'énergie et des transports. La Sécu est fondée en octobre 45 sous l'impulsion d'Ambroise Croizat, ministre communiste du travail. Ils vont nationaliser les assurances santé et les mutuelles pour les fondre dans le régime général obligatoire. En 46, Torres, alors vice-président du Conseil, fait voter le statut général des fonctionnaires, qui comprend l'emploi à vie, les grilles d'avancement, les retraites, etc. Concernant l'école, le plan Langevin-Wallon remis en 47 ne sera jamais voté mais deviendra la bible de l'éducation nationale. Le principe est simple, l'école ne transmet plus le savoir, elle corrige les inégalités sociales. Et la pédagogie apparaît, c'est-à-dire que l'enfant ne s'adapte plus à l'enseignement, c'est l'enseignement qui doit s'adapter à lui. Mais si on pouvait tout imputer aux communistes, ce serait bien trop facile. Avec la loi du 2 décembre 1945, le général de Gaulle et son ministre des Finances René Pleven nationalisent la Banque de France et les 4 grandes banques de dépôt. La Société Générale, le Crédit Lyonnais, la BNCI et la CNEP. Ce qui se passe, c'est que l'État prend la main sur le crédit. C'est lui, et plus le marché, qui décide quelle entreprise est financée. Conséquence, pas de Wall Street en France, et l'épargne des Français finance la dette de l'État. En bref, un geste d'énorme communiste signé par le chef de la droite. Pourquoi? Parce qu'il est de tradition bonapartiste et colbertiste. Un État fort et une économie dirigée. C'est peut-être pour ça qu'il a consenti à leur laisser l'économique et le social d'ailleurs. Dans le fond, ils ont la même vision de l'État. Tout ce qui les différencie, c'est qu'il est catholique quand les communistes sont matérialistes et progressistes. Et c'est ça qui condamne la France. Le père de la droite moderne tourne sur le logiciel de son ennemi. Et j'en veux pour preuve qu'en 58, quand De Gaulle revient tout puissant, il aurait pu tout changer. Et au lieu de ça, il va virer les communistes et fonder la 5ème République sur les institutions de la 4ème qu'il avait fondée
fonder main dans la main avec eux, mais en donnant au président de la République les pouvoirs d'outrepasser le régime des partis ingouvernables qu'elle était devenue. En bref, le socialisme est verrouillé dans les institutions. Mais une institution, ça se renverse par le vote, normalement. Et pendant que la droite est aux commandes de l'État, la gauche part coloniser les esprits qui déterminent le vote. Ce qui nous amène à notre chapitre 2, la matrice. Le paradoxe, c'est que la droite tient le pouvoir sans interruption de 47 à 81, mais c'est pendant ce règne que la gauche prend possession des esprits. Après la libération, Jean-Paul Sartre devient une rockstar dans les milieux bourgeois de gauche avec l'existentialisme, son mouvement philosophique qui rend cool l'anticapitalisme et l'anti-autorité. Il n'est encarté dans aucun parti, mais en 52, avec l'intensification de la guerre froide, il est forcé de choisir un camp. Et son tropisme naturel le pousse à choisir les communistes, évidemment. Le parti va sauter sur l'occasion et s'approprier un intellectuel en vogue qui tient le haut du pavé universitaire. Pendant ce temps-là, Raymond Aron le libéral a raison sur toute la ligne concernant l'URSS, les goulags, la Pravda et compagnie, mais ses amphis sont vides. L'opinion publique a fait son choix. Il vaut mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Aron. En tout cas, c'est ce qui se dit à l'époque. Et c'est là que naît la petite musique qu'on entend encore aujourd'hui. Fuck les fachos, tu fais le jeu du fascisme. Résultat, le communisme devient cool, l'anticommunisme devient ringard, puis immonde. Et toute une génération va grandir dans ce bain culturel-là, biberonné par le très louche Jean-Paul Sartre qui deviendra le père idéologique des adolescents éternels que nous adorons détester, les boomers. C'est là qu'ils entrent en scène. La génération qui fera mai 68. On retiendra les images des barricades et du CRSSS, mais dans les faits, 68 se solde par une déroute des gauchistes. Le 30 mai 68, De Gaulle reprend la main, discours ferme, dissolution de l'Assemblée et le même jour, 1 million de personnes sont dans la rue pour acclamer le général 2 étoiles. Dans la foulée, les législatives de juin sont un raz-de-marée pour le camp gaulliste, qui rafle la majorité absolue. Donc dans les urnes et dans la rue, mai 68 est complètement flopesque. Mais pile au moment où cette génération est politiquement battue, une porte gigantesque s'ouvre pour elle, l'éducation nationale. Et là, il faut bien comprendre ce qui se joue, parce que c'est l'avènement de la matrice. Et personne, je dis bien personne, ne vous a jamais expliqué pourquoi. Deux vagues vont entrer en collision. La première est démographique, le baby-boom. Les enfants nés après-guerre à partir de 46 arrivent en masse dans le secondaire et le supérieur dans les années 60 à 70. Il y a physiquement beaucoup plus d'élèves qu'avant. La deuxième vague est politique, avec la réforme Berthoin de 59 qui allonge la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans et l'ouverture du collège unique avec la réforme Abi de 75, 3 fois plus de monde est scolarisé 2 fois plus longtemps. Et avec cette massification, les classes débordent. On a besoin d'ouvrir des collèges et des lycées en masse et à toute berzingue. Donc la conséquence directe, ça va être un recrutement massif d'enseignants, en urgence et sans aucun filtre pour mettre un prof devant chaque classe. L'État va recruter à tour de bras dans les années 68 à 80. Et qui sort des facs de lettres et des sciences humaines à ce moment précis? Je vous le donne en mille. Les 68 arts, la génération la plus politisée, celle des amphis en grève, un ramassis de maoïstes, de trotskistes et de fils de la perdition en tout genre qui signent des tribunes pédophiles bien bizarres dans Libération. Bref, l'éducation nationale qui a un besoin vital de bras, les embauche en masse sans les filtrer idéologiquement. Et quand tu recrutes une génération entière en une quinzaine d'années, tu figes la pyramide des âges. Résultat, ces profs recrutés vers 25 ans en 72 enseignent jusque vers la fin des années 2010. Et comme la vague d'élèves reflue ensuite, avec la fin du baby-boom, les recrutements suivants sont bien plus maigres. Donc la génération 68 reste majoritaire dans les salles de profs pendant des décennies. Sans dilution. Un gamin né en 70, en 85, en 95 fait toute sa scolarité dans des classes tenues par cette cohorte infernale. Et le verrou ne s'arrête pas là, puisqu'entre-temps, ce sont eux qui deviennent les formateurs des jeunes profs, dans les écoles normales, puis les IUFM créés en 89. Ils écrivent les manuels, siègent dans les jurys de concours, dirigent les syndicats enseignants, donc ils transmettent leur logiciel idéologique à la génération suivante d'enseignants et à l'intégralité des individus qui passent par ces institutions. Et la machine se reproduit toute seule, puisque tout ça se produit dans un système centralisé. Un programme national unique, un concours national unique, un employeur unique, l'État français. Aux États-Unis ou en Suisse, une dérive idéologique du corps enseignant se heurterait immédiatement à des milliers de districts ou des cantons autonomes, et il y aurait toujours des contre-modèles. En France, quand la cohorte infernale prend l'appareil, elle prend tout d'un coup. Pas de contre-modèle, pas d'école témoin, pas d'alternative, aucune échappatoire à la dérive. Ironiquement, la droite au pouvoir a livré clé en main à la gauche l'outil le plus puissant de formatage des esprits, j'ai nommé l'école de la République. Pour faire simple, le père Sartre pond les ados éternels de 68 qui, grâce au boom de l'école, vont pondre dans les cerveaux des générations suivantes. Et en seulement 2 générations, le peuple français se retrouve dans une cellule dont les barreaux sont invisibles. Il devient hémiplégique. Amputé de son hémisphère droit, il est incapable d'envisager un monde hors de l'État. Donc en 1981, quand Mitterrand arrive au pouvoir, c'est pas une victoire politique, c'est simplement que la jeunesse française a été rééduquée. Et en l'espace d'une décennie, les nouveaux votants s'expriment dans les urnes. Ce qui explique aussi pourquoi la gauche a toujours manifesté tant d'intérêt à l'égard de l'abaissement de l'âge du droit de vote. Ce qui nous amène à mon chapitre 3. Quand Mitterrand arrive au pouvoir, c'est le programme commun signé avec le PCF. Les cocos sont de retour aux manettes, ils y vont à fond. Ils appliquent le programme ultime qui fait bander LFI. Nationalisation massive des banques et des industries, retraite à 60 ans, 5e semaine de congés payés, hausse du SMIC, des dizaines de milliers de fonctionnaires sont embauchés, on relance par la consommation et on tient le pari qu'en gonflant le pouvoir d'achat des Français, la demande va suffire à relancer la machine. Sauf que comme les gauchistes sont des burnes en économie, la France relance toute seule dans son coin pendant que le
monde entier applique un tournant de la rigueur. Reagan aux États-Unis, Thatcher en Angleterre et l'Allemagne fait pareil. Donc les Français, avec leur pouvoir d'achat surdopé, ils achètent des bagnoles allemandes et des télés japonaises. Et l'argent public file à l'étranger au lieu de relancer les usines françaises. Donc le déficit explose, inflation à 13%, le franc est dévalué 3 fois en 18 mois et les caisses sont vides. Bref, en mars 83, ils prennent le mur du réel dans la gueule. Donc il leur reste deux échappatoires. Sortir du système monétaire européen, s'isoler et assumer la faillite, ou rester et appliquer une politique droitière d'austérité. Mitterrand va choisir la rigueur, mais il va pas appliquer une vraie politique de droite libérale, parce que ça aurait voulu dire rendre les banques et l'industrie au privé, dégonfler l'État, baisser les impôts et déréglementer. Lui, il va garder les nationalisations, l'État reste obèse, la sécu et la fonction publique restent telles quelles, il va juste faire de la rigueur budgétaire, c'est-à-dire qu'il va bloquer les salaires et augmenter les impôts. Ça lui permet d'arrêter l'hémorragie mais sans jamais régler le problème. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec le pire du communisme et le pire du libéralisme. D'un côté, on a l'État communiste qui possède tout, dirige tout et taxe tout, avec la dépense publique la plus lourde du monde développée et la rigidité bureaucratique qu'on lui connaît. Et de l'autre, on se retrouve avec le capitalisme mais sans ses avantages. Donc pas de liberté d'entreprendre, aucun dynamisme économique, juste la finance mondialisée et la mise en concurrence des travailleurs. Résultat, le français paye ses impôts comme un Suédois et galère comme un Américain, sans avoir ni la protection réelle du premier, ni les opportunités de réussite du second. On a gardé toutes les chaînes du socialisme et on a récupéré la précarité du capitalisme en plus. Et le pire, c'est qu'il assumera jamais. Il va jamais parler de rigueur, il va remplacer le mot par la parenthèse. Sous-entendu, on reviendra au vrai socialisme plus tard, quand ça ira mieux. Donc il va camoufler le réel et changer de crèmerie en déplaçant le débat politique sur le terrain de la morale. Pour ce faire, il va utiliser deux armes. Dans un premier temps, le salaud, il va doubler le budget du ministre de la Culture, Jacques Lang. Oui, le même que dans l'affaire Epstein. Pour lui permettre de faire de l'État un mécène qui arrose de subventions le camp du bien. Et dans un deuxième temps, il va fonder SOS Racisme, entièrement piloté depuis l'Élysée et qui impose raciste par raciste comme élément central de la vie politique française. Et c'est le début du bordel. La droite cesse d'être un adversaire qui a une autre proposition économique. Elle devient le camp du mal. Et sale facho devient l'argument qui clôt tous les débats. Donc la petite musique de Sartre du chapitre 2 revient, mais industrialisée en machine de guerre électorale. Mais pas de bol pour les cocos, ils vont prendre un deuxième mur du réel dans la gueule. Parce qu'en 89, avec la chute du mur de Berlin, l'histoire donne définitivement raison au capitalisme. Et enterre le modèle dont la gauche française se réclame depuis toujours. Donc le grand soir et les lendemains qui chantent, c'est mort. Finito. Et la gauche va se réfugier dans la moraline et s'y enfermer définitivement. En 95, Chirac est président, son premier ministre Alain Juppé va tenter de lancer un plan de réforme sur la sécu et surtout la réforme des régimes spéciaux des retraites. Pour le coup, c'est une vraie tentative de toucher à la structure et pas juste de gérer les comptes. Mais le pays se bloque. Grève des transports, 3 semaines de paralysie totale, pas de train, pas de métro, les gens marchent des heures pour aller bosser et l'opinion soutient majoritairement les grévistes. Et c'est là qu'on sacralise les fameuses institutions communistes du chapitre 1 et qu'on commence à entendre parler de la défense des fameux acquis sociaux. Donc Juppé finit par capituler. Et c'est là que la machine se referme sur elle-même. La structure est intouchable. Non plus parce que l'État la protège, mais parce que le peuple la défend. La boucle est bouclée. Les Français deviennent l'agent Smith et ils lynchent quiconque essaye de faire tomber les murs de la prison. Ça envoie un signal très clair au personnel politique. Touche pas à ça, petit con. Comme les politicards ne sont rien de plus que des professionnels de la com, sélectionnés sur leur capacité ou non à monter dans les sondages, tout le monde est prisonnier d'un bateau qui coule dont l'équipage met à mort systématiquement celui qui ose parler des canaux de sauvetage. En l'occurrence, la trajectoire du RN et son électorat illustrent parfaitement ce paradoxe français. Dans les années 80, Jean-Marie Le Pen arrive avec un programme ultra-libéral. Le menhir n'a qu'un œil, mais ça lui suffit pour y voir clair dans ce merdier. Donc il propose de supprimer l'impôt sur le revenu, réduction de l'État, fin des nationalisations, réduction du nombre de fonctionnaires, mais dans les urnes, c'est pas la folie, ça bide un peu. Du coup, dans les années 90, quand la désindustrialisation ravage le pays et que le PCF s'effondre après la chute du mur, le FN va amorcer une transition pour capter ce nouvel électorat. Et c'est le début du gaucho-lepénisme. Mais le vieux, il a trop punchliné. Donc il a trop de casseroles au cul. Bon, faut dire qu'à l'époque, le borgne, c'est un peu l'axe du mal à lui tout seul quand même. Du coup, Malika Le Pen, femme de gauche, va le virer en 2015 et achever la transition du FN vers le RN. Parti d'extrême gauche qui défend la retraite à 60 ans et la sécu des cocos de 45. Sans parler de sa politique de dédiabolisation qui la pousse à abandonner le conservatisme pour devenir le premier parti LGBT du paysage français. En miroir, le gros de l'électorat ouvrier désindustrialisé qui a récupéré le FN se transforme en déclassé du tertiaire. Agent de sécu, caissière, chauffeur-livreur à la France d'en bas quoi. Et cette population va garder sa mentalité ouvrière, avec une lecture marxiste et un réflexe syndicaliste qui consiste à faire bloc pour obtenir un meilleur traitement de la part du patron. Réflexe qui peut avoir du sens dans une usine avec un fort sentiment d'appartenance et une identité collective. Mais une fois isolé et dispersé dans ce qu'on appellera la France périphérique, en transposant ce rapport paternaliste du patron vers l'État, ceux qui auraient tout à gagner à payer moins de charges, à avoir la liberté d'entreprendre et la possibilité de s'en sortir par le travail, se retrouvent à réclamer toujours plus de cet État-providence obèse qui les saigne pour financer les fonctionnaires et la Nouvelle-France qui les traite de fachos. On peut aussi parler des agriculteurs qui montent régulièrement à Paris pour mettre le gouvernement sous pression et qui rentrent au bercail avec des subventions sans comprendre que c'est parce que le gouvernement est en mesure de les leur filer, faisant d'eux une espèce rare d'employés du secteur public, qu'ils crèvent dans leur campagne dépeuplée, criblés de dettes, surtaxés et surréglementés en étant mis en compétition directe avec des productions du bout du monde. Donc finalement, vous voyez bien que le RN n'a pas gagné la moindre bataille sur le terrain des idées. L'apparente montée en puissance du
du parti anti-système est une capitulation. Il s'est juste aligné sur le seul discours que les Français sont capables d'entendre. Conclusion, je viens de te démontrer comment en l'espace de seulement 2 générations, les institutions communistes de 45 sont devenues le théâtre dans lequel se joue la même pièce encore et encore. Une prison mentale dans laquelle l'État est devenu l'horizon indépassable, où le libéralisme est le mal incarné et où la solidarité se résume à payer des impôts. Les Français vivent dans une réalité virtuelle et se retournent contre quiconque essaie de les débrancher. Bienvenue dans Matrix. Et je vous vois venir. Vous allez commencer à cope et à vous déresponsabiliser en invoquant les grands complots. Les Juifs, le World Economic Forum, les francs-maçons. La vérité, c'est que les politiciens professionnels sont des marchands de tapis qui roulent pour eux-mêmes et pas pour vous. L'offre s'aligne sur la demande. Vous réclamez toujours plus d'État, donc on vous en donne toujours plus, mais vous finirez ruiné avec un passe carbone et un crédit social européen. En fait, la politique française tourne en vase clos parce que c'est pas une ligne qui va de l'extrême gauche à l'extrême droite, avec d'un côté l'étatisme et de l'autre la liberté. C'est un cercle. D'un côté, on a l'extrême centre, et en face, on a LFI et le RN qui sont en réalité deux extrêmes gauches à couteau tiré sur la question de l'immigration. Mais c'est SOS Racisme qui a décidé que l'immigration était un sujet diaboliquement de droite. Karl Marx et Georges Marchais étaient déjà contre l'immigration. Par contre, tous ces gens-là sont d'accord sur le fait que c'est à eux, une fois élus, de régir tous les aspects de vos vies. Le problème vient du fait que la gauche a perverti le langage. Elle s'approprie le récit en prenant le contrôle des mots. C'est pour ça que plus rien n'a de sens dans ce putain de pays. Les antiracistes sont racialistes, les antifascistes veulent tout dans l'État, et il n'y a pas de vraie droite en France, puisque c'est eux qui décident qui est de droite. Mais le réel a tranché en 89. Chute du mur, fin de la guerre froide, le socialisme est un échec. L'ex-URSS, la Chine, tout le monde est passé à autre chose, sauf nous. Nous sommes restés dans le déni, dans une bulle, à attendre les lendemains qui chantent, morts en 83. Donc dans le monde réel, être de droite, ça veut dire être conservateur sur le plan social et libéral sur le plan économique. Aucun parti français ne coche ces deux cases. Aucun. La droite française est de tradition gaulo-bonapartiste. État fort, planification économique. Finalement, c'est le communisme avec une croix de Lorraine. Et elle a abandonné la croix au profit de l'Europe. C'est QFD. Donc puisqu'on en est à débrancher le logiciel gauchiste qui tourne dans ton cône, je vais en profiter pour te définir rapidement le libéralisme. Pour que toi, glorieux citoyen du Frankistan, tu puisses comprendre de quoi je te parle exactement. Parce que toi, quand t'entends libéralisme, t'as tout de suite deux images en tête. La première, l'ultracapitalisme sauvage. Mais ça, c'est parce qu'on subit la prédation du libéralisme des autres nations en ayant les bras attachés dans le dos par notre propre socialisme. Donc on se fait rosser. Et la deuxième, tu confonds avec le libéralisme social qui est un fils bâtard de l'anti-autoritarisme américain, et ça, c'est la gauche américaine. Le libéralisme au sens premier, c'est pas une doctrine totale qui veut faire un homme nouveau et corriger la nature. C'est juste partir du principe que deux individus sont assez grands pour passer un contrat sans avoir besoin d'un troisième gugus, qui s'appelle l'État, et qui viennent rajouter des clauses et nous faire les poches au passage. Contrairement au socialisme qui prétend tout organiser, le libéralisme consiste à refuser que l'État vienne chez toi t'expliquer comment peindre tes volets et élever tes gosses en remettant la main dans ta poche au passage. Et si on vous a appris à haïr ce mot, c'est parce qu'encore une fois la gauche a perverti le langage pour vous empêcher de désirer la seule chose qui permette de lui échapper. La liberté, bordel. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand on est son propre geôlier, on a aussi la clé dans la poche. Et maintenant que t'as vu cette vidéo, tu peux plus revenir en arrière. Tu sais qu'on t'a lavé le cerveau, donc je vais t'expliquer comment t'en sortir. Tout part de toi. Je sais que c'est moins sexy que d'avoir un gus qui t'attend dans la tranchée d'en face, mais là, l'ennemi a réussi à faire en sorte que ton propre esprit joue contre toi. Donc arrête d'attendre un sauveur, un homme providentiel ou une élection miracle. La première étape, c'est de débrancher le logiciel et de rejeter la dérive des lumières qui consiste à croire que la société va venir corriger la nature. C'est un acte d'humilité. Accepter le réel pour ce qu'il est et devenir adulte. Il y a un ordre naturel, c'est comme ça. Ensuite, renouer avec Dieu. Parce que c'est l'anticorps du gauchisme. C'est pas un hasard s'il a fallu tuer Dieu pour que l'État prenne sa place. Et me raconte pas ta vie. Je veux pas savoir si t'es athée, si tu crois en Thor, le dieu des marteaux. Croire en Dieu, ça permet de partir du principe que le monde est parfait tel qu'il est et que c'est à toi de trouver un moyen de gagner la partie. Pas à Manon Aubry de venir changer les règles pour que tu puisses t'en sortir. Après, faut incarner tes valeurs. Dans un pays qui te veut tiède, assisté et plaintif, devenir un lion et réussir ta vie, c'est le premier acte de résistance. Faut occuper le vide culturel. Aujourd'hui, la gauche, c'est quoi? Sucer des bites qui puent pour un gramme d'héroïne, Théodora, les testis croustis, ils sont éclatés dans le mur. On redevient le camp qui vend du rêve comme dans les années 90. La sape, les bagnoles, les muscles, les punchlines, l'humour, le goût. Après, faut reprendre les mots. Refuser leur vocabulaire. La canicule, c'est l'été. Gay, c'est la honte. Testo, c'est cool. Arrêtez d'avaler à chaque fois qu'ils arrivent avec une nouvelle super bonne raison de vous priver de vos libertés. Parce qu'après, vous finissez éco-anxieux et vous foutez les boules. Et derrière, faites des gosses. Parce que vous gonflez avec vos histoires de peine à jouir, là. Oui, tu comprends, avec le boulot. Mais qu'est-ce qui vous prend autant de temps? Parce que si Napoléon, il a eu le temps d'avoir 8 enfants et de conquérir l'Europe, tu devrais t'en sortir, grand. Derrière, faut leur transmettre. Leur donner le goût de la France, le goût du risque. Arrêtez d'en faire des fiottes à coups de pédagogie inclusive. On a la plus belle histoire du monde. Et on s'est laissé convaincre que pour rayonner, il fallait envoyer l'aide au développement et accueillir toute la misère du monde. On a les invalides et on fait comme si l'exception culturelle française, c'était la CAF et le chèque énergie. Réveillez-vous. Bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Faites-vous un devoir de liker et partager pour raviver la flamme de la France éternelle. Fin du conseil de guerre.